Après vous avoir parlé de l'équipe de France en début de semaine, en vue des JO de Paris, vous avez voulu que je fasse la même chose cette fois-ci avec Team USA. Cette équipe sur le papier est légendaire, oui, mais sur le terrain, l'est-elle tout autant? Qui compose cet effectif? Qui le coach? Ce roster est-il complémentaire? Quelles sont les principales forces de cette sélection US? Et quelles sont ses principales faiblesses si elle en a? À quel niveau sera la concurrence? À quoi pourra ressembler leur parcours? Et quel est mon pronostic concernant cette Team USA? Si vous voulez savoir ça, ne bougez pas. Et oui, venez avec moi, on embarque, c'est exactement à tout ça que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Team USA, on les connaît, normalement pour les JO, c'est la médaille d'or assurée. Si c'est vrai qu'en 2004 à Athènes il y a eu un accro, la sélection nord-américaine, depuis qu'elle envoie des joueurs professionnels, c'est-à-dire 1992, a remporté les 7 autres médailles d'or, sur 8 possibles donc. Par contre, on doit également le préciser, hors JO, les faux pas ont été plus nombreux. Pas plus tard que l'été dernier, lors de la Coupe du Monde FIBA par exemple, l'équipe américaine, bien qu'ayant commencé fort avec 4 victoires consécutives, a été surprise par la Lituanie avec une défaite lors du dernier match de la phase de groupe. Malgré une victoire ensuite en quart contre l'Italie, le parcours des Américains s'est finalement terminé avec une défaite serrée contre l'Allemagne en demi-finale. Et puis dans la petite finale, pour la 3ème place, face au Canada, nouvel échec, en prolongation cette fois-ci. Autant dire que voir les Quinry terminer une Coupe du Monde sans médaille autour du cou, c'était un petit séisme sur la planète basket. Et puis ces équipes qui les ont battues, comme l'Allemagne ou comme le Canada, seront bien évidemment présentes pour ces Jeux Olympiques. Voir dernièrement que le fossé entre les États-Unis et le reste du monde s'est largement réduit est plus que positif pour le suspense. C'est exactement ce qu'on peut voir depuis 10, 15, 20 ans, avec une espèce de progression constante. Et quand on voit lors des JO que les Français en finale ne se sont inclinés que par 7 petits points d'écart, on se dit que oui, ça peut être serré finalement contre les États-Unis. Ouais, sauf que ça peut-être bien que c'était avant. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus pareil, parce que pour cette compétition à Paris, en 2024, les États-Unis Team USA ont carrément envoyé les Avengers pour les représenter. Ouais, cet effectif là que USA Basketball vient d'envoyer pour les Jeux Olympiques, c'est juste légendaire. Jusque là, malgré quelques petits pépins physiques et l'absence de Kawhi Leonard, tout le monde est présent, c'est ok. Autant dire qu'on est vraiment pas loin de ce que Team USA pouvait envoyer de mieux pour cette compétition, et wow, c'est sacrément étincelant. Alors pour commencer, on va présenter ce roster, et pour faire ça, on va y aller poste par poste, à commencer par les arrières et Stephen Curry. Là, clairement, non seulement on parle du meilleur shooter all-time, mais aussi tout simplement de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire à son poste. Son adresse à 3 points et sa capacité à créer des espaces pour ses coéquipiers sont inégalables, et inégalés. Pour Team USA, Curry, qui pour l'occasion disputera ses premiers JO, le seul trophée qu'il manque à son palmarès, arrivera motivé et jouera un rôle essentiel sur le terrain et en dehors. Leader expérimenté, il apportera à son coach Steve Kerr, qu'il connaît parfaitement, son intelligence de jeu, ainsi que sa capacité à déstabiliser les défenses adverses avec ses tirs à longue distance. Son expérience des grands moments et son sang-froid dans les moments cruciaux pourraient être essentiels pour guider l'équipe vers la victoire. Avoir un joueur comme le chef au poste 1, même à 36 ans, c'est une force monumentale pour la sélection américaine. De toute façon, Curry, vous le connaissez, je crois qu'il n'y a pas besoin de développer davantage pour expliquer ça. Ensuite, toujours parmi les meneurs, il faut que je parle de Jrue Holiday, tout juste champion en titre avec les Celtics, un vétéran chevronné lui aussi, qui pour sa part fera sa 2e apparition aux Jeux Olympiques. Connu pour sa défense hyper tenace et sa capacité à contrôler le rythme du jeu, Holiday sera clairement le verrou défensif de Team USA sur le backcourt. Son expérience et sa capacité à participer à des stops décisifs en défense seront forcément précieuses pour Kerr. De plus, on parle d'un joueur qui a été 2 fois champion NBA sur les 5 dernières années. Gagner, il sait faire. À côté de ça, il est vrai que son impact offensif peut rester aléatoire, mais peu importe, jouer avec des stars, c'est sa spécialité, il sait le faire parfaitement. Il est pas là pour ça de toute façon, beaucoup d'autres joueurs sont en mesure de marquer des points et d'organiser le jeu du côté de Team USA. D'ailleurs, en parlant d'organiser le jeu, il faut que je parle de Tyrese Haliburton, meilleur passeur en NBA la saison dernière. À 24 ans, il fait partie des stars montantes dans la ligue, et lui aussi aura l'occasion de faire sa première apparition au JO. Néanmoins, le maillot de Team USA, il le connaît. Après avoir participé à la Coupe du Monde 2023 et vécu la débâcle américaine depuis le premier rang, Haliburton aura l'occasion de se racheter avec ses jeux, et de montrer son vrai potentiel à la planète entière. Sa vision sur le parquet et sa capacité à distribuer le ballon pourraient faire beaucoup de bien dans l'idée d'orchestrer l'attaque de Steve Kerr. Il apportera sans aucun doute de la créativité au poste de meneur sur les minutes qu'il aura, et même quelques points grâce à son tir et sa capacité à évoluer off-ball. Avec son attitude combative et son caractère facilement coachable, il pourrait, je pense, avoir un certain impact sur le terrain, mais aussi en dehors pour Team USA. Là déjà, de toute façon, on s'en rend compte, sur le poste 1, ça commence à être bien complet, surtout que tous ces joueurs, si besoin, peuvent également évoluer au poste 2. Mais y aura-t-il besoin de ça? À voir, car sur ce poste-là aussi, on a de sacrés clients. Le premier, c'est Anthony Edwards. Ici, on parle d'un joueur très confiant et très explosif, qui a mené
emmené son équipe des Wolves jusqu'en finale de conférence Ouest cette saison. À seulement 22 ans, le Ant-Man a des ambitions, et surtout la langue bien pendue. Lors des interviews d'avant-tournoi, il n'a pas hésité à annoncer que ouais, cette équipe débordait de talent, mais que l'option 1, ce serait lui, personne d'autre. Culotté quand même comme discours au vu de la qualité des aînés qu'il aura autour de lui, et même si Edwards, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, ce genre de déclat illustre son mental de compétiteur. Ouais, il ne va pas seulement faire le déplacement pour ouvrir sa bouche et faire des blagues. Scoreur naturel, il est en mesure de marquer de partout où il le veut sur le terrain, et sa capacité à attaquer le cercle en puissance est difficilement égalable dans le basket FIBA. Mixons cette qualité avec sa capacité à jouer sous pression, et c'est vrai qu'il a tout pour être un atout offensif majeur pour Team USA cet été. Son attitude audacieuse, en mode j'ai peur de rien, ni de personne, et son désir de s'imposer sur la scène internationale pourraient apporter une vraie dynamique positive à l'équipe. Dans un roster mine de rien assez âgé, j'adore le vent de fraîcheur et de jeunesse que l'arrière peut apporter. Et puis il ne sera pas seul sur le poste 2, car sur les lignes arrière, Devin Booker viendra également l'accompagner. Là encore, on parle de l'un des meilleurs arrières de la ligue, qui à Paris validera sa deuxième participation au JO, après avoir remporté l'or en 2021. Connu pour ses qualités au scoring, notamment dans des situations difficiles ou à longue distance, Booker apportera une menace offensive constante pour Team USA. Sa capacité à s'adapter à pas mal de line-up et à jouer un rôle de dépanneur de service quand il y a besoin, et comme il l'a fait lors des JO de Tokyo, sera forcément positive pour équilibrer l'attaque des Américains. Et puis là encore, on parle d'un joueur de 27 ans qui est en plein prime et qui va avoir envie de prouver. Enfin, appelé de dernière minute pour remplacer Kawhi Leonard, nous retrouverons Derrick White. C'est un choix intéressant je trouve, car l'équipe aurait clairement pu privilégier un joueur aux qualités individuelles supérieures. Coucou Kyrie Irving et coucou Jaylen Brown. Cependant, Grant Hill et Steve Kerr avec Derrick White ont privilégié le fit, la complémentarité, et c'est intéressant. L'arrière des Celtics, champion en titre, lui aussi est un winner, un soldat, qui sait exactement ce qu'il faut apporter, et surtout comment l'apporter pour accéder à la victoire. Il est un role player de luxe à qui tu peux confier toutes sortes de missions des deux côtés du terrain, et même si à ce jour c'est difficile de lui garantir beaucoup de temps de jeu, c'est toujours précieux je trouve d'avoir un joueur de cette qualité en sortie de banc. Non, rien à dire, cette Team USA est réellement loadée sur les lignes arrière. Alors qu'en est-il des forwards? Est-ce que c'est la même pour eux? Spoiler, oui. Sur ce poste, outre Kawhi Leonard blessé, je le rappelle, Team USA a appelé 3 joueurs, et pas n'importe quel joueur, 3 superstars, à commencer par LeBron James. Pour le King, 39 ans déjà, ce sera une 4ème participation au jeu qui l'attend. Il sera un peu le papa de l'équipe, le joueur le plus âgé, le plus respecté, et celui qui, toute compétition confondue, possède le plus gros palmarès. Et ne pensez pas qu'il vient à Paris juste pour faire de la figuration, ou prendre du bon temps, ce n'est pas le genre de la maison. Lors des premiers jours du training camp, il a été élu meilleur joueur de l'équipe par ses coéquipiers, ce qui montre que pour cette compétition, il arrive déter, prêt à tout donner, prêt à tout casser. Les mauvaises langues disent que le fait que LeBron soit le meilleur joueur de Team USA à l'entraînement montre les faiblesses de cette team, mais je ne pense pas, n'abusons pas. Sur le terrain, malgré ses 39 ans, je m'attends à ce que LeBron ait un rôle essentiel, un rôle primordial pour Steve Kerr. Bien sûr, on attendra du King qu'il marque des points, mais pas que. Lui aussi peut agir comme un meneur, et attendez-vous que la plupart des systèmes passent par lui. Pour moi, c'est LeBron avant n'importe qui d'autre qui sera en charge de l'animation de l'attaque, et bien que le King ait les qualités pour marquer des points presque autant qu'il le souhaite dans le jeu FIBA, il y a fort à parier qu'il utilise avant tout ses qualités de passeur pour impliquer au maximum ses coéquipiers et maximiser l'efficacité de l'équipe. Il sera un petit peu le liant de l'attaque de Steve Kerr, et son calme et son expérience des situations critiques feront évidemment de lui un atout essentiel dans cette compétition ambitieuse. Mais l'autre atout plus qu'essentiel dont il faut parler sur les ailes évidemment, c'est Kevin Durant. De son côté, l'ailier est sur le point de participer à ses 4e Jeux Olympiques également. Toujours victorieux, lui, contrairement à LeBron James qui était présent en 2004, il peut devenir le premier basketteur masculin de l'histoire à remporter 4 médailles d'or en cas de victoire des Quinry à Paris. Bien qu'actuellement il soit blessé au mollet, KD est attendu pour être en pleine forme pour le coup d'envoi du tournoi. Une fois qu'il sera sur le parquet, son rôle sera clair. Kevin Durant, c'est juste le meilleur scoreur olympique de l'histoire de Team USA, et son rôle sera toujours le même, mettre un maximum de points. Sa capacité à marquer de n'importe où sur le terrain et son expérience des grands matchs font de lui une pièce maîtresse de cet effectif. Anthony Edwards a même admis que oui, il était finalement ok pour laisser cette place de scoreur alpha à Durant. Ouf. Si même Ant-Man le dit, c'est qu'il faut laisser le champ libre à KD. Ensuite, 3e membre des Celtics, et donc 3e champion en titre après Jrue Holiday et Derrick White, et pas des moindres, Jason Tatum. Lui revient pour sa 2e participation aux Jeux Olympiques après sa victoire à Tokyo. Tout au long de son parcours avec Team USA, l'ailier a prouvé qu'il était capable de jouer un rôle important, tout en étant capable de s'intégrer parfaitement avec d'autres superstars, en occupant le costume de team player un petit peu. À 26 ans, lui aussi est dans la fleur de l'âge, et avec sa polyvalence, il pourrait apporter une aide précieuse à Team USA lorsque les organismes de certains commenceront à montrer des signes de fatigue. Plus que du scoring, même si ses points seront importants, on attendra de lui qu'il joue avant tout un rôle de facilitateur, un rôle d'homme à tout faire, de couteau suisse, il en est capable. Bon, à la base, il y aurait dû y avoir Kawhi Leonard aussi, mais définitivement pour lui c'est triste, les blessures ne veulent pas le laisser tranquille. Enfin, on imagine que c'est ça, vu que c'est lui qui s'est retiré lui-même. Dommage, j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait pu apporter à 100%. Malheureusement, en tout cas à ce jour, même si au départ il avait a priori largement rassuré lors d'un workout effectué devant USA Basketball, il est loin d'afficher un état de forme suffisant. Tant pis, il reste quand même des
des qualités chez ces ailiers, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous les trois très longs, très grands, ou très solides et très physiques. Dans le basket FIBA, ces trois extérieurs n'auront aucun mal à être décalés au poste 4 si besoin, c'est d'ailleurs même prévu, ils en sont tous capables, ils le font très bien, et pourront largement filer un coup de main aux big men. Parce que ouais, ces big men, faut qu'on en parle un petit peu, à commencer par Joel Embiid. Détenteur d'un triple passeport camerounais, français et américain, le pivot a finalement choisi de porter le maillot de Team USA, malgré les promesses qu'il avait faites au management des Bleus. Attendez-vous d'ailleurs à ce qu'il se fasse siffler copieusement lors des Jeux Olympiques, à Lille et à Paris pour ces raisons. Mais lui apparemment ça lui va, il dit qu'il a connu bien pire, et toujours selon lui, ça lui donne de la force sur le terrain d'être considéré comme le vilain. Pourquoi pas, hein, on sait que ça marche chez certains joueurs. Quoi qu'il en soit, sur le papier, Embiid a tout ce qu'il faut pour répondre sur le terrain. Avec lui, on parle juste du meilleur scoreur NBA de ces dernières saisons. On parle d'un joueur qui peut tourner à 32, 33, voire 34 points par match dans la grande ligue. On parle d'un joueur de 130 kg qui possède une capacité à créer jamais vue avant pour un joueur de son gabarit à son poste. Sauf que les grandes compétitions FIBA, malgré ses 30 ans, le grand Joel, il ne connaît pas encore. Arrivera-t-il à s'adapter à l'arbitrage FIBA et à provoquer autant de fautes que ce qu'il le fait en NBA? Et surtout, lui de son côté, arrivera-t-il à défendre correctement pour ne pas se faire siffler comme ça a été le cas lors du premier match face au Canada où le pivot a pris 5 fautes en 12 minutes, une catastrophe? Tout ça, il faudra le suivre, et s'il arrive à rester sur le terrain, Big Joe tout de même semble posséder les qualités nécessaires pour pouvoir sacrément dominer dans la raquette pendant ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, Steve Kerr l'a dit, il veut vraiment lui demander de jouer près du cercle et l'utiliser comme un poste 5 traditionnel, comme un point d'ancrage dans la peinture. Dans cette compétition, il sera attendu de Joel Embiid non pas qu'il soit la star comme il l'a toujours été dans les équipes dans lesquelles il a joué, mais plutôt qu'il soit une sorte de tour de contrôle primordial dans la raquette. Sa capacité à scorer près du cercle et à ressortir la balle sur les prises à deux, lui qui a fait énormément de progrès à la passe ces dernières saisons, pourrait être crucial pour Team USA s'il arrive rapidement à s'adapter à ce fameux arbitrage FIBA. Si tout va bien pour lui, il pourrait finalement représenter le point de fixation dans la peinture que les Américains cherchent depuis tant d'années. Et puis si ce n'est pas le cas, au final ce ne sera pas bien grave parce qu'à son poste, il y a aussi Anthony Davis. Lui on le connaît, et ce qui est bien, c'est que LeBron James, joueur majeur de l'équipe comme on l'a dit, il connaît parfaitement aussi, vu que les deux partagent le maillot des Lakers en NBA. Ce qu'on attendra de AD quand il sera sur le terrain, ce sera une défense de folie dans la raquette. Super long, mobile et polyvalent, voilà des années que l'intérieur s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs intérieurs de la NBA. Capable à la fois de protéger le cercle et de sortir sur les extérieurs, AD peut vraiment être une plaie pour les attaquants adverses dans le jeu FIBA. Après, si lui aussi veut bien mettre quelques points, personne ne dira non, AD est capable d'être une force s'il le souhaite des deux côtés du terrain. Après, on le sait, hein, quand il est bien entouré, il n'a aucun mal à déléguer en attaque, et avec les Lakers, parfois, on le lui a reproché, mais dans cette Team USA, ce ne sera pas un problème, au contraire. Et puis que ce soit au post-up, dans la zone intermédiaire ou à longue distance, l'intérieur restera toujours une valeur sûre quand tu lui donneras le ballon pour scorer. Il y a donc fort à parier que dans la rotation, il soit également une valeur sûre pour Steve Kerr, d'autant plus si Joel Embiid continue à connaître des problèmes de faute. Et enfin, pour boucler cet effectif de 12, évoquons le dernier pivot, Bam Adebayo. Si lors des derniers tournois auxquels il a participé, il a pas mal été utilisé en tant que titulaire, cette fois-ci, pas sûr qu'il puisse avoir autant de responsabilités, vu la concurrence à son poste. Cependant, cette situation n'enlève rien à ses qualités, et si Team USA a besoin de lui en cas de blessure ou de problème de faute, Steve Kerr saura pertinemment qu'il peut faire preuve d'une confiance aveugle envers son joueur. Le mec en défense peut switcher partout, en attaque il peut être un bon finisseur près du cercle, et surtout, dans un collectif, il prendra souvent la bonne décision, lui qui est également capable de faire des passes et de faciliter le jeu. Ouais non, les joueurs de cette Team USA, si on les appelle les Avengers, ce n'est pas pour rien. On parle clairement de 12 joueurs qui font chacun partie de l'élite mondiale, à leur poste ou dans leur rôle. Sauf que tout ce beau monde, il faudra le coacher, et pour ça, Steve Kerr, le tacticien des Warriors, sera le chef de file de ce roster de Team USA. Bien sûr, Kerr, c'est un mec avant tout reconnu pour les 4 bagues de champion qu'il a remporté en NBA en tant que coach, qui viennent bien accompagner les 5 qu'il a remporté en tant que joueur. Cependant, sa réputation ne se limite pas à ses succès en NBA, vu qu'il a également remporté la médaille d'or en tant qu'assistant coach de Greg Popovich aux Jeux de Tokyo en 2021. Fort de cette grosse expérience, et après une Coupe du Monde 2023 très difficile au coaching, Kerr reprend du service auprès de Tyronn Lue, Erik Spoelstra et Mark Few, qui l'accompagneront en tant qu'assistant. On ne va pas se mentir, hein, en termes de nom, ça nous fait une sacrée belle brochette de coach tout ça. L'une des plus grandes forces de Kerr, à mon avis, réside dans sa capacité à gérer et à comprendre les plus fortes personnalités et les meilleurs talents. Il a travaillé sous les ordres de Phil Jackson et de Greg Popovich, il a joué auprès de légendes comme Michael Jordan et Tim Duncan, et il en a même coaché d'autres comme Stephen Curry et Kevin Durant. D'ailleurs, tiens, si vous avez bien suivi, vous savez pertinemment que Stephen Curry et Kevin Durant porteront le maillot de Team USA cet été. Normalement, sur le papier au moins, j'ai l'impression qu'il est vraiment l'homme de la situation pour coacher cette équipe d'Avengers. Mais plus que ça, ce que j'aime avec Steve Kerr au sein de cette équipe, c'est sa méthode, sa philosophie. Toute sa carrière, il a prôné une approche collaborative qui laisse de l'autonomie à ses assistants et de la liberté à ses joueurs. Et quand on voit la qualité des assistants et des joueurs, ce serait sûrement débile de faire le contraire avec Team USA. Dans cette équipe, je me suis amusé à compter, on cumule 15 titres NBA, 14 médailles d'or olympiques, 8 trophées de MVP et accrochez-vous bien 78 sélections All-Star, soit une moyenne de 6,5 par joueur, du
jamais vu dans l'histoire d'une compétition FIBA. Et là-dedans, j'ai même pas compté les trophées du coach Steve Kerr, dites-vous bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire quand même. Kerr m'a pas mal déçu lors de la dernière Coupe du Monde, où j'ai trouvé qu'en faisant trop confiance à ses joueurs, il en oubliait lui-même de faire des ajustements. L'effectif a beau être pléthorique, le coach n'aura pas le choix que de trouver le bon équilibre entre toutes ces stars, et la tâche sera peut-être plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Il l'a dit, l'effectif a du talent, mais le plus gros défi sera de transformer ce talent en équipe cohérente pour une compétition FIBA. Gérer les égos de chacun, ce ne sera pas forcément si simple, et même si Kerr a déjà dit qu'il se réjouissait de l'enthousiasme d'Anthony Edwards par exemple, il sera tout de même important de pouvoir le canaliser un minimum. Mais bon, en plus d'avoir une équipe d'assistants du tonnerre, Kerr sait très bien qu'il pourra également compter sur des vétérans super expérimentés, comme LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant. Je ne m'en fais pas, a priori, ça ne devrait pas être trop le bazar dans cette équipe. Par contre, ce sera bien sur Steve Kerr que reposera la lourde tâche d'établir une rotation et un 5 de départ pour cette Team US. Ça, en ce moment, c'est le grand jeu aux États-Unis. Sur ESPN, ils se sont même amusés à designer les joueurs en mode comics, super-héros, en leur donnant à chacun un pouvoir, afin de laisser à chacun le soin de créer son propre 5 majeur. Plutôt cool. Bon, par contre, dans cette histoire, pourquoi y a-t-il Kyrie Irving avec la réponse non à la question qui demande s'il est dans le roster? Je ne sais pas si c'est du troll, vu comment le meneur avait l'air déçu de ne pas faire l'aventure, mais bon, sachez que sur ESPN, vous pouvez le mettre dans votre 5. D'ailleurs, vous pouvez toujours mettre Kawhi aussi, et Derrick White, lui, n'est pas encore arrivé, le pauvre. De notre côté, vu qu'ils ne seront pas à Paris, je vous le dis tout de suite, Kyrie Irving et Kawhi Leonard, ce ne sera pas une option, il faut qu'on colle un minimum à la réalité. Donc on va essayer d'enquêter un petit peu, et surtout d'anticiper, pour savoir quel sera le 5 de cette Team USA pour ces JO. Déjà, Steve Kerr a donné quelques indices sur ce sujet, et sans grande surprise, il y aurait 4 indéboulonnables, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant et Joel Embiid, qui en tout cas jusqu'à avant le match face au Canada étaient préférés à Anthony Davis. On verra si ça a changé depuis. À côté d'eux, le 5e joueur aujourd'hui reste un mystère. Le coach lui-même avoue qu'il est très difficile de faire un choix au vu de toutes les options dont il dispose et qu'il va profiter de la prépa pour faire des tests. Parmi ces options, les 3 que j'envisage le plus sereinement pour rejoindre le 5 de départ, ce serait Jason Tatum, Devin Booker et Anthony Edwards. Pourquoi pas Jrue Holiday aussi, qui sait, qui a été utilisé dans le 5 face au Canada et qui pourrait apporter une grosse intensité défensive dès le début des matchs. À côté de ça, Booker offre un jeu offensif super smooth avec une capacité à marquer de n'importe où sur le terrain et à fitter avec n'importe quel autre joueur. Edwards de son côté apporte de la jeunesse et de l'énergie, il a bien montré son potentiel lors de la Coupe du Monde l'an dernier. Tatum, quant à lui, pourra absolument tout fluidifier sur le terrain, en attaque comme en défense, et apporter dans tous les secteurs où il y aura des besoins. Perso, dans ce groupe, j'aurais tendance à privilégier Anthony Edwards au vu de la fraîcheur et du dynamisme qu'il pourrait apporter à ce 5 de départ de trentenaire qui pourrait manquer d'énergie ou encore d'intensité pour débuter les matchs. Dans le match de prépa face au Canada, en l'absence de KD, c'est Booker et Holiday qui ont été titularisés, et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas vraiment. Mais Edwards, lui, a été utilisé en tant que 6e homme, et finalement, pourquoi pas? Dès qu'il est arrivé, il a fait du bien, il a été super impactant. C'est lui qui, en sortie de banc, a fini meilleur scoreur du match, comme quoi toutes les options sont possibles, et toutes les options font flipper. De toute façon, gérer les minutes des superstars risque de représenter un vrai casse-tête pour Steve Kerr. LeBron James, je pense, malgré son âge, restera l'un des joueurs les plus utilisés au vu de son expérience et de son leadership. Pour les mêmes raisons, mais aussi au vu de leur passé commun, j'imagine également Stephen Curry et Kevin Durant passer beaucoup de temps ensemble sur le terrain. Mais pour les autres, il y aura toute une hiérarchie à construire. À la main, Stephen Curry sera le titulaire indiscutable, mais derrière lui, tu fais rentrer qui en priorité? Tyrese Haliburton pourrait apporter des minutes précieuses en tant que remplaçant avec sa créativité, mais est-ce que tu as vraiment envie de te passer de la défense de Jrue Holiday? Sachant que son coéquipier à Boston, Derrick White, peut apporter de bonnes minutes lui aussi. Et si tu décales tout le monde au poste 2, faut se débrouiller ensuite pour trouver du temps de jeu à des joueurs comme Devin Booker et Anthony Edwards. À l'aile, c'est pareil, comment tu fais jouer Tatum suffisamment si tu donnes déjà masse de minutes à LeBron et KD? Sachant qu'en plus de ça, dans la raquette, faut laisser de la place à Embiid, à Anthony Davis aussi, et Bam Adebayo quand même, ce serait con de ne pas l'utiliser. Des joueurs comme Tyrese Haliburton, Derrick White et Bam Adebayo, si Joel Embiid règle son problème de faute, pourraient voir beaucoup le banc, voire même ne pas jouer une seule minute lors de certaines rencontres. Comment vont-ils l'encaisser et comment vont-ils l'accepter? Bon, ça n'arrivera pas si Team USA remporte tous ses matchs par plus de 40 points, comme Kevin Durant l'a promis. Dans ce cas-là, Steve Kerr pourra faire tourner, mais on espère tous que ce ne sera pas le cas. Il y aura donc des sacrifiés, c'est le jeu, et le groupe devra vivre avec, et de toute façon là, imaginez la rotation que ça nous donne. Curry, Edwards, LeBron, KD et Embiid dans le 5, Tatum, AD et Booker en rotation principale, truc de ouf, et des joueurs comme Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Derrick White et Bam Adebayo qui viendront jouer les role-players en sortie de banc. La rotation de Steve Kerr, elle peut être complètement ouf, j'espère juste que si certains line-up ne fonctionnent pas, en début de tournoi, il arrivera à s'adapter. Le coach m'a paru attentiste parfois lors de la dernière Coupe du Monde et pourtant, malgré tout le talent de la rotation, il aura du taf à faire comme on l'a dit. Si l'option Joel Embiid n'est pas convaincante par exemple, il faudra vite passer à autre chose. On verra si le tacticien est capable de tels ajustements et ce serait quand même dommage qu'il ne le fasse pas au vu de la densité de son effectif. Et si on analyse ses forces à cette rotation, il y en a certaines qui paraissent évidentes. Déjà, enfin, la sélection va débarquer
débarquer dans une compétition FIBA avec un secteur intérieur digne de ce nom. Avec des joueurs comme Kevin Durant, LeBron James et Jason Tatum au périmètre et des big men comme Joel Embiid, Anthony Davis et Bam Adebayo à l'intérieur, l'équipe possède des atouts plus que considérables en vue d'une compétition FIBA. Surtout que les 3 pivots là, c'est définitivement 3 mecs qui peuvent faire le taf des 2 côtés du terrain. Avec eux, on parle de 3 immenses two-way players, tous les 3 très polyvalents. Un secteur intérieur comme ça dans une compétition FIBA, c'est potentiellement du jamais vu. Même les Français, dont c'est l'une des principales forces pourtant, n'ont pas le choix que de s'incliner, au moins sur le papier. Et justement, imaginez cette espèce de polyvalence entre tous ces profils dont dispose Team USA, c'est assez incroyable. On sent que c'est un point sur lequel Grant Hill a particulièrement été attentif lorsqu'il a établi son roster. Tous les joueurs sont capables d'évoluer à plusieurs postes, tous les joueurs sont capables de créer leurs propres points, tous les joueurs sont capables de faire circuler le ballon. Et en plus de ça, tous les joueurs semblent capables de défendre, au moins un minimum. C'est plus qu'une Dream Team là, on est dans Kuroko Basket. La capacité de chaque membre de l'équipe à s'adapter à plusieurs rôles, plusieurs positions, plusieurs coéquipiers et plusieurs situations sera un atout qui pourrait rendre cette équipe incroyablement difficile à contrer. Cette polyvalence et cette complémentarité, au moins sur le papier, pour moi, c'est la force number one de cette Team USA. Et puis, pour être complémentaire, il faut aussi être capable de développer une certaine alchimie, une certaine camaraderie, sur le terrain, mais aussi en dehors. Et justement, ces aspects semblent représenter un autre point fort au sein de cet effectif. Selon plusieurs joueurs, et notamment Adebayo, le groupe vit très bien, et l'arrivée de Steph Curry pour ses premiers Jeux Olympiques ajoute une excitation supplémentaire. Tout le monde veut faire en sorte qu'il ait sa médaille d'or. À côté de ça, LeBron James a beau être le joueur le plus capé de l'équipe, il n'hésite pas à exprimer l'admiration qu'il a pour les autres légendes avec qui il va partager le terrain. Tous ont des discours hyper positifs qui laissent penser qu'au moins à ce jour, tout va super bien dans le meilleur des mondes du côté de Team USA. Puis il faut s'en rendre compte aussi, les Américains, dans l'histoire des grandes compétitions, n'ont jamais présenté un roster avec autant d'expérience en FIBA. Dans l'effectif, mis à part Joel Embiid, tout le monde a déjà eu l'occasion de participer à une compétition d'envergure avec le maillot de Team USA sur le dos. J'aime que des mecs qui ont tout vécu, comme LeBron James ou Kevin Durant, soient là pour guider les moins expérimentés, comme Anthony Edwards ou Tyrese Haliburton. Il y a aussi un petit côté passage de flambeau entre différents membres qui peut être sacrément motivant pour tout le monde, je trouve. Maintenant, s'il faut trouver des faiblesses ou plutôt des doutes que je pourrais avoir autour de cette sélection, je veux bien essayer. Le premier, comme on l'a déjà plus ou moins évoqué, sera la gestion des égos. À part Jrue Holiday, Bam Adebayo et Derrick White, les 9 autres joueurs ont l'habitude d'être considérés comme des superstars dans leurs équipes. Quelques-uns, il n'y a pas le choix, ne seront pas utilisés à 100% de leurs moyens ou de leurs capacités, notamment au scoring. Il n'y a qu'un seul ballon, voilà pourquoi, pour certains, il faudra essentiellement se focus sur la défense et sur le rebond. Pour d'autres, il faudra offrir des solutions aux porteurs, en se démarquant ou en se positionnant dans le corner, un rôle un petit peu ingrat par rapport à ce que certains connaissent en NBA. Tout le monde ne pourra pas peser au scoring comme il le fait dans son équipe, en saison régulière, et tout ça, il faudra pouvoir le gérer. Maintenant, je n'ai aucun doute sur la maturité du groupe qui me semble suffisante pour que tout le monde accepte ce genre de situation, mais quand même, si on parle de points faibles, il faut évoquer ça. Après, c'est pareil, on l'a déjà abordé très rapidement plus tôt, mais il faut également qu'on aborde le règlement FIBA, qui n'ira pas dans le sens des Américains, évidemment. Ouais, on le sait, l'arbitrage international autorise bien souvent un jeu défensif plus physique, plus permissif, et les fautes qui sont sifflées sont assez différentes pour les défenseurs. À côté de ça, le nettoyage de cercle est permis, il n'y a pas de violation des 3 secondes défensives, et surtout, on accepte beaucoup plus de contacts dans la raquette. Bien que des joueurs comme Kevin Durant soient habitués à ces règles et savent les exploiter, d'autres, comme Joel Embiid, pourraient avoir besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Cependant, encore une fois, il y a de la profondeur dans le roster, et vu la maturité et l'expérience de la plupart des membres de cet effectif, je ne m'en fais pas trop concernant ce point pour Team USA. Par contre, c'est vrai que dans l'équipe, il y a 3 Celtics. C'est vrai que Curry, Durant et Kerr ont gagné des titres ensemble. Cependant, ce roster n'a quasiment aucun vécu collectif, aucun automatisme à l'heure actuelle, et ça s'est senti contre le Canada, au moins en début de match. Sur certains passages, Team USA peut pratiquer un basket très stéréotypé, et face aux équipes très fortes, en compétition, l'équipe pourrait se faire surprendre si elle n'affiche pas un collectif plus huilé. Maintenant, ça va, encore une fois, ces constats, c'est le tout début de la prépa, des choses vont se régler. Cette rencontre ne veut pas dire grand chose, surtout que KD, qui on le rappelle, est censé être le scoreur alpha dans cette équipe, n'était pas présent. Mais attention, les JO sont une compétition intense, où chaque faux pas peut se payer cher, il ne faudrait pas que Team USA pêche par excès d'orgueil. Le niveau global international a changé depuis que certains n'ont plus participé aux JO. Ceci dit, ceux qui n'étaient pas au courant ont vite eu l'occasion de s'en rendre compte contre le Canada. Et si certains sortent du rond, les tontons devraient bien être présents pour les remettre dans le droit chemin. Non, finalement, je me dis que pour cette équipe, le plus inquiétant, ça pourrait être l'âge des cadres et les blessures qui pourraient être liées à ça. Déjà, Kawhi n'est pas là comme ça aurait dû être prévu à la base. À côté de ça, Kevin Durant n'est toujours pas à 100%, et ce n'est pas comme si son état de santé global ces dernières saisons était rassurant. Tyrese Haliburton a également été touché par des problèmes aux ischio-jambiers lors des playoffs avec les Pacers, tandis que le passif médical de joueurs comme Joel Embiid ou Anthony Davis représente forcément une autre source d'inquiétude. Et puis, LeBron James et Stephen Curry ont respectivement 39 et 36 ans. Surtout que faire jouer 5 trentenaires en même temps sur le terrain, on l'a vu face au Canada, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. En tout cas, il n'est pas viable sur toute la durée d'un match. Par contre, on l'a aussi vu dans le deuxième quart. Il suffit parfois d'un coup de chaud de certains de ces trentenaires pour que l'équipe
l'équipe ensuite se redonne de l'air et part ensuite très fort de l'avant. Tous ces éléments seront des éléments avec lesquels Kerr devra jongler et sur lesquels il devra veiller au grain pendant ces JO. Bon, maintenant, est-ce que ces inquiétudes sont suffisamment importantes pour pouvoir éloigner les Américains de la médaille d'or? Non, pas sûr, vraiment pas sûr, mais il fallait que je les évoque tout de même. Après, de toute façon, pour l'obtenir, cette médaille d'or, il va falloir vaincre la concurrence, je ne vous apprends rien. En poule déjà, les Américains auront fort à faire pour débuter, avec en face d'eux la Serbie de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic. Bien sûr, sur le papier, l'équipe n'a que peu de chance, mais attention, elle est bourrée de qualité et fait partie des favorites du tournoi elle aussi. Le duel Jokic-Embiid pour l'ouverture s'avère prometteur, et attention à ce que le Serbe ne profite pas du début du tournoi pour prendre les quinries à froid. Ça ressemblerait bien à Jokic et à ses potes de faire un coup comme ça, en tout début de compétition, même si la mission s'avère plus que difficile. Ensuite, il y aura le Soudan du Sud à affronter, et il y a intérêt à ce que ce soit cool parce que je serai dans les tribunes. Je suis super content. Bon, la team est intéressante, et je suis content de voir une nation émergente du basket comme le Soudan du Sud prendre de l'ampleur et participer à de telles compétitions. Surtout que le roster composé autour de joueurs NBA comme Bol Bol et JT Thor, si leur participation est confirmée, est loin d'être dégueu. Mais bon, soyons réalistes, a priori, ils n'ont quand même absolument aucune chance face à cette team USA. Et c'est la même chose pour Porto Rico, dernier qualifié via le TQO. L'équipe va être sympa, et ça va être cool de voir José Alvarado au JO. On les connaît les portoricains, c'est des joueurs pleins d'énergie qui vont arriver en France avec une motivation de fou furieux. Cependant, la victoire miracle à Athènes en 2004, elle a 20 ans maintenant, et imaginer Porto Rico ne serait-ce que faire douter Team USA serait quand même sacrément surprenant. Au vu du format de la compétition donc, même en cas de faux pas au premier match face à la Serbie, normalement ce premier tour pour les quinries ne devrait être qu'une formalité. Sauf qu'ensuite, vu que la phase éliminatoire se dessinera en fonction d'un tirage au sort qui se fera à partir de têtes de série, tout sera possible. Terminer premier de groupe empêchera en quart de finale de tomber contre un autre premier de groupe. Mais tant pis, il ne faut pas calculer, tout peut très vite arriver dans ce genre de compétition. Alors parmi les principaux adversaires que Team USA pourrait croiser sur sa route pendant la deuxième phase, il faut quand même que l'on parle de quelques-uns, en plus de la Serbie, dont on a déjà parlé plus tôt. Le Canada par exemple, médaillé de bronze à la dernière Coupe du Monde, est un prétendant très sérieux. Avec d'immenses talents NBA comme Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray et R.J. Barrett, il possède l'une des équipes les plus talentueuses et les plus profondes du tournoi. Même s'il est retrouvé à ce niveau-là est assez nouveau, il ne leur a fallu que peu de temps pour prouver qu'il pouvait concurrencer les plus grosses nations basket. À côté de ça, l'Allemagne, championne du monde en titre, qui présente de solides arguments également. Menée par le duo Franz Wagner-Dennis Schroeder, cette team a montré une cohésion et une détermination impressionnantes ces dernières années. Leur victoire contre les États-Unis en demi-finale l'été dernier, suivie de leur titre, prouve que l'équipe ne craint absolument personne. Elle a déjà montré maintes fois sur le terrain que l'envie et la cohésion comptaient bien plus que les talents individuels simplement additionnés dans le basket international. Enfin, la France, pays hôte, dont j'ai largement abordé la situation dans une vidéo en début de semaine. La médaille d'argent obtenue à Tokyo ainsi que le nouveau duo intérieur composé de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert fait des Bleus une menace potentiellement sérieuse. Et puis l'Australie, la Grèce ou encore l'Espagne ne seront pas à sous-estimer eux non plus. Je le répète souvent, j'y tiens, ne manquez pas de ces Jeux Olympiques, il s'agit probablement du tournoi international de basket le plus relevé de toute l'histoire, et franchement tout plein de choses peuvent se passer. Beaucoup d'équipes vont arriver mortes de faim, et pas loin des 3/4 d'entre elles sont candidates à des médailles, c'est fou. Mais malgré tout ça, Team USA n'aura qu'un seul et unique objectif, la médaille d'or évidemment. Pour Kevin Durant, il vise même plus haut, il veut remporter tous les matchs d'au moins 40 ou de 50 points. Pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment possible? On va en parler. Est-ce que Team USA peut remporter l'or à Paris? Oui, évidemment, tout autre résultat serait une immense déception, un immense tremblement de terre vu l'immense armada envoyée à Paris. Mais est-ce que Team USA va vraiment remporter tous ces matchs de 40 points? Non, impossible, du moins j'espère. Je pense que même si les joueurs de cette team vont terminer avec le métal le plus précieux autour du cou, ils connaîtront tout de même des moments de doute. L'écart entre les États-Unis et le reste du monde s'est largement réduit ces 3 dernières décennies, et tout un tas d'équipes présentent des armes suffisamment intéressantes pour au moins inquiéter les quinries sur un carton ou deux, voire plus qui sait. Imaginez ne serait-ce qu'une défaite, ce serait surprenant, mais imaginez quelques matchs qui se jouent entre les 5 ou les 10 points d'écart, pourquoi pas je me dis. Et puis qui sait aussi, pourquoi ne pas imaginer une défaite en poule au premier tour lors de l'ouverture face à la Serbie? À mon avis, s'il y en a une seule à prendre, c'est celle-ci. Maintenant je le répète, je ne vois pas un monde où Team USA termine ses JO avec autre chose que l'or autour du cou. Cependant, j'espère que pour eux, au vu de la qualité des autres effectifs, ce ne sera pas si simple que ça. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a une team qui pourrait au moins les faire douter? Dites-le moi en commentaire.